parce que de toute façon, qu'elles le veuillent ou non, les choses négatives, elles seront dites s'il y en a à dire. Vous êtes assez proche de l'affiliation aussi également. Voilà, donc il y a différentes techniques, manières de faire en sorte qu'on engage les consommateurs qui au final vont y trouver leur compte aussi parce qu'ils vont participer quelque part à cette démarche. Et donc par définition, c'est le bouche à oreille 3.0, par définition c'est la preuve sociale, c'est pas la marque qui parle. Je trouve que les marques, elles mettent pas assez en avant le fait que ça soit géré par un tiers de confiance. Alors oui, mais j'ai envie de dire que ça a dû être c'est encore beaucoup plus compliqué pour nos clients. Finalement, ton plus grand concurrent, c'est presque TikTok. Lorsqu'on regarde des vidéos YouTube concernant le contenu généré par l'utilisateur, généralement, on en parle comme si c'était une martingale magique. Mais est-ce que c'est vraiment le cas ? C'est ce qu'on va voir avec notre invité. Bonjour Marc. Bonjour Laurent. Écoute, merci de participer à ce podcast Banous. Alors avant de commencer, un petit mot de notre super sponsor aujourd'hui qui est le mage du SIA. Avant de commencer cet épisode, le mot de notre premier sponsor sur Banous, il s'agit du mage du SIA. Vous souhaitez être accompagné par l'une des meilleures agences SIA en France, avec plus de 10 ans d'expérience, plus de 50 clients gérés, le mage du SIA est votre partenaire pour vos campagnes d'acquisition. Un grand merci à Alexandre pour sa confiance et pour soutenir Banous. Vous souhaitez le contacter, rendez-vous en description, j'y mettrai tous les liens, ou directement sur le site lemagedusia.com. Allez-y de la part de Banous. Un grand merci à Alexandre une nouvelle fois, bonne écoute. Donc pour revenir à notre sujet du jour, Marc, on va parler du contenu généré par les utilisateurs. Mais avant ça, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Oui, bien sûr. Donc je suis Marc Bonamour, je suis le CEO de Skipper. Skipper, c'est une entreprise de solutions logicielles, communément appelée SaaS, Software as a Service. Et donc nous développons des solutions pour les marques, pour leur permettre de collecter, gérer et activer les UGC à grande échelle. Ok, très clair. Justement, tu peux nous donner des exemples et par quoi et une définition, je vais y arriver, des UGC. Alors les UGC, en bon français, c'est les contenus générés par l'utilisateur, donc User Generated Content. Donc ce qu'on utilise tous au quotidien, ou ce qu'on fait au quotidien, c'est-à-dire les contenus que nous allons en tant que consommateurs écrire, prendre en photo, faire en vidéo et poster sur différents médias, dont les réseaux sociaux évidemment. Et donc on parle des avis, par exemple, suite à un achat produit, je vais donner mon avis sur un produit, un avis suite à une visite en magasin, une photo sur les réseaux sociaux qui parle d'un produit ou d'un service, etc. etc. D'accord. Alors, justement, moi, quand j'ai fait mes petites recherches pour préparer cet épisode, j'ai regardé pas mal de vidéos YouTube sur le sujet. À mon avis, un peu comment dire, avec beaucoup d'euphémisme et beaucoup d'attraction par rapport à ce levier-là. Alors, typiquement, par rapport à ce que tu me dis, est-ce que tu peux me donner vraiment des exemples concrets de contenu généré par les utilisateurs ? Peut-être deux exemples. Ouais. Le premier, tu vas dans un grand magasin quelconque acheter un produit et puis le lendemain, tu vas recevoir un email où on te demande de donner ton avis sur le produit que tu as acheté. Ça, c'est un contenu généré par un utilisateur. Tu vas écrire un avis qui va se retrouver ensuite, par exemple, sur la fiche produit du site de ce distributeur. Pour attester, pour témoigner, ton témoignage en fait sur l'expérience que tu as vécue avec le produit ou avec le magasin. D'accord. Un deuxième exemple, c'est que tu postes sur les réseaux sociaux, n'importe quel réseau social, sans citer de nom, tu postes une photo d'un produit en disant « ce produit est super, je viens de l'acheter ». C'est un contenu géré par un utilisateur qui est toi, le consommateur. Ok, alors et en quoi c'est important d'intégrer tout ça dans sa strat marketing ? Parce que le niveau d'engagement, le niveau de preuve sociale entre guillemets n'est pas du tout le même que le marketing traditionnel de la marque. Et donc les marques misent beaucoup sur le fait qu'on véhicule un message d'authenticité. Tu vas témoigner en tant que consommateur sur un produit ou un service d'une marque. Et donc par définition, c'est le bouche à oreille 3.0. Par définition, c'est la preuve sociale. C'est pas la marque qui parle, qui dit qu'il y a des choses bien sur son produit par définition. Mais c'est toi, consommateur, qui n'a rien à voir avec la marque, qui va témoigner de l'expérience que tu as vécue avec la marque. D'accord. Et donc la preuve sociale est beaucoup plus forte. Ok, donc ça va quand l'internaute dit des choses positives sur ta marque. Qu'est-ce qui se passe quand l'internaute dit des choses négatives ? Quand l'internaute dit des choses négatives, c'est aussi l'occasion pour la marque de prendre la parole. Parce que de toute façon, qu'elle le veuille ou non, les choses négatives, elles seront dites s'il y en a à dire.
Et donc, c'est l'occasion pour la marque, justement, peut-être de réagir, d'apporter un argumentaire différent, voire de faire évoluer son produit ou son service pour tenir compte des feedbacks des consommateurs. Ok. Justement, alors je ne sais pas si tu as le droit de citer des marques, mais tu pourrais donner un exemple d'une marque qui a bien réagi face à un élément positif, et après on fera l'élément négatif, en fait. 2 cas concrets. Oui, alors des marques qui réagissent à des éléments positifs, on en voit tous les jours sur les réseaux sociaux, donc je pourrais en citer des tonnes, d'autant plus qu'on a 8000 clients, donc c'est vraiment un processus qui est très rodé. Des marques qui réagissent à des éléments négatifs ou plus compliqués. Alors, je vais peut-être pas citer de marque, mais on le voit aussi assez facilement. De toute façon, on les voit au travers des réactions qu'on peut avoir dans les médias. Mais quand il y a des événements, par exemple, pour prendre des choses qui sont malheureuses, mais des événements géopolitiques qui concernent un pays et puis des réactions qui peuvent y avoir face à une marque, c'est extrêmement important pour une marque de pouvoir prendre la parole et de réagir à ce qui se dit sur les réseaux sociaux. Okay. Pour se protéger. Et là, toi, tu rentres plus en jeu, en fait. Là, c'est l'équipe com de Chris qui rentre en jeu et qui communique avec les internautes. Bien sûr. Okay. Par contre, nous, on va plutôt être là pour aider la marque à activer les bons canaux. D'accord, c'est-à-dire c'est-à-dire, par exemple, sur la partie réseaux sociaux, avoir une notion avoir la capacité à établir un flux de veille. Très clair. Écoute, donc... le contenu généré par les utilisateurs, c'est les avis, c'est les étoiles que je mets. Est-ce qu'il y a d'autres choses ? Les photos sur les réseaux sociaux. D'accord. Évidemment, les vidéos, maintenant, de plus en plus. Les feedbacks que je peux donner au moment d'une enquête. D'accord. Une marque va réaliser une enquête sur ses magasins, par exemple, la qualité de l'accueil en magasin. Tu vas répondre et tu vas donner ton avis. C'est un contenu généré par un consommateur. Ok. Ça peut être voilà, toutes les formes en fait de contenus qui sont écrits, visuels, voire oraux demain, peut-être, sont des contenus générés par des utilisateurs. Comment tu gères la frontière qui doit être mince entre le micro-influenceur, le consommateur, les différentes catégories de personnes qui donnent leur avis sur Internet ? Alors, nous sommes déjà tous influenceurs. Ouais. Que nous soyons nano, micro, macro. Moi, je ne suis pas un macro, peut-être toi, j'en sais rien. Mais en tout cas, nous sommes tous quelque part influenceurs, c'est-à-dire que nous influençons notre communauté de proches. Évidemment, dès qu'on commence à parler de nano et de micro, alors on segmente un peu ça, mais dès qu'on commence à parler de micro-influence, sont plutôt des personnes qui vont avoir quelques milliers de followers dans leur communauté. Et donc, ils vont avoir une approche qui est très... j'allais dire presque désintéressé, parce qu'on n'est pas dans la macro-influence, on n'est pas dans un domaine commercial, on est un domaine un peu plus j'ai envie de parler d'un sujet qui m'intéresse et donc je vais poster sur les réseaux sociaux. Et donc ces nano et micro-influenceurs sont de plus en plus utilisés, entre guillemets, dans le bon sens du terme, par les marques, puisqu'on remarque que le taux d'engagement des communications de ces micro et nano-influenceurs est beaucoup plus élevé qu'avec les macros. D'accord. Bon, et puis on reparlera du modèle de rémunération, parce que typiquement, moi, je le vis avec Banous, parce que je pense que je suis un micro influenceur dans le domaine du marketing. Comment tu arrives à monétiser ? Alors, je ne sais pas si vous gérez cette partie-là, mais à gérer pour que ça soit intéressant pour le micro-influenceur et que ça soit également intéressant pour la marque. La monétisation, tu ne peux pas le faire à la perf, il n'y a pas assez de personnes. Enfin, comment tu gères ça ? En fait, il n'y a pas réellement de monétisation directe. D'accord. L'intérêt pour la marque d'ailleurs, c'est que d'un point de vue budget, c'est très optimisé, parce que c'est pas du tout les mêmes enjeux qu'avec de la macro-influence ou du média traditionnel. Il y a néanmoins, il peut y avoir une forme de rémunération qui est que le micro-influenceur, en échange de son témoignage, en échange de son avis sur le produit, il va peut-être recevoir un produit gratuit. D'accord, ok. Donc il reçoit le produit, et puis il vit son expérience avec le produit, et puis il va donner son avis, qui reste un avis authentique, puisque tout l'enjeu, évidemment, c'est de créer du contenu authentique. On ne l'a pas dit depuis le début, j'aurais peut-être dû commencer par ça. L'UGC, c'est du contenu authentique. Et donc le micro-influenceur va donner son avis sur le produit, qui peut être bon ou mauvais. C'est cette forme de rémunération, au-delà du fait que quelque part aussi, il se retrouve un peu ambassadeur de la marque, et il y a une certaine notion de fierté pour ceux qui, évidemment, vont jouer ce jeu-là. C'est en général ceux qui ont une affinité avec les marques avec lesquelles ils travaillent. Ok, très clair. On voit que c'est un vrai sujet, et d'ailleurs que ça va être un des sujets de 2025 en marketing. Alors cet épisode va être diffusé en 2025, on est fin 2024, donc
sur l'année 2025 regarder cette thématique. Est-ce que tu as des bonnes pratiques pour une marque qui souhaiterait se lancer dans ce type d'action, des choses à faire, à ne pas faire? Peut-être, si on élargit un tout petit peu le débat, parce qu'il y a le sujet de la micro-influence, mais plus globalement, il y a le sujet des UGC, et donc qui sont auprès de consommateurs, auprès d'influenceurs. Le sujet déjà, c'est d'organiser les choses. Parce qu'évidemment, comme je disais tout à l'heure, quoi qu'il arrive, les consommateurs parleront de la marque et de ses produits, quoi qu'il arrive. On le voit tous les jours sur les réseaux sociaux. Donc le premier sujet, c'est d'organiser les choses et donc d'avoir une capacité à les collecter, ces UGC, à les gérer et puis ensuite à les activer. L'activation pouvant par exemple être de l'amplification sur les réseaux sociaux. La deuxième chose, évidemment, c'est de le gérer, j'allais dire, de manière professionnelle. On en parlera peut-être tout à l'heure, mais il y a un vrai sujet autour de la modération, parce qu'on ne veut pas que n'importe quoi passe dans les tuyaux, entre guillemets. Et puis le troisième sujet, c'est d'incentiver tout ça. Et l'incentiver, c'est pas forcément rémunérer justement, mais ça peut être gamifié, ça peut être le rattacher à un programme de feed, ça peut être en faire un événement. Voilà, donc il y a différentes techniques, manières de faire en sorte qu'on engage les consommateurs qui au final vont y trouver leur compte aussi parce qu'ils vont participer quelque part à cette démarche. Vous êtes assez proche de l'affiliation aussi également, puisque on va trouver du contenu rédigé pour promouvoir un produit. Généralement, la personne peut mettre un lien d'affiliation pour être rémunérée en plus. Enfin, comment toi tu vois cette relation? Alors ça va être la stratégie des marques qui vont ensuite voir comment elles leverage un peu tout le sujet UGC. Nous, notre métier, c'est vraiment de mettre à disposition les outils logiciels qui permettent de gérer tout cela. Ok. Justement, tu as commencé à l'aborder. La modération, comment on fait pour, au-delà de modérer, contrôler un minimum ce qui se passe et avoir une vue d'ensemble parce que pour les grandes marques, le flux doit être énorme. Complètement. Alors, on parle effectivement de flux qui est énorme, de collecte d'UGC. Si je prends un exemple sur Avis Vérifié, qui est une des marques de Skippers, donc c'est la capacité pour les marques à collecter des avis suite à un achat d'un produit. Et donc tout l'enjeu, c'est parce que pour le coup c'est une activité qui est réglementée, c'est de garantir que la personne qui donne son avis a bien acheté le produit, et donc elle a vécu une expérience avec le produit, et deux, ensuite, que les avis qui sont postés, qui sont recueillis, sont des avis qui respectent un certain nombre de conditions, donc par exemple, un truc très simple, pas de termes injurieux dans les avis, parce que quelqu'un peut être un peu énervé pour les X ou Y, et voilà. Donc notre travail, c'est de jouer ce rôle de tiers de confiance, déjà garantir au public qui va lire les avis que les avis qu'il lit sont bien des avis qui résultent d'un achat, d'une expérience, et deuxièmement, de modérer ces avis de façon à ce que, évidemment, s'il y a des avis qui sortent du cadre qui est posé par la loi d'abord et puis ensuite par la marque, du point de vue du respect des conventions, on va dire, eh bien on soit là pour les modérer. Donc je précise d'ailleurs qu'on ne va pas filtrer les avis positifs ou les avis négatifs, on va bien s'assurer que tous les avis sont publiés, donc y compris les négatifs, mais par contre on va s'assurer qu'ils ne sont pas, ils sont conformes aux règles. Ok, comment tu t'assures que la personne a bien acheté le produit? Alors en fait on demande la preuve de l'achat. D'accord. Donc lorsqu'on met en place le système avec une marque, on va recueillir tous les registres d'achat. Et donc, ils vont nous être communiqués de manière technique en permanence. Et puis, si quelqu'un veut spontanément déposer un avis en disant « Tiens, je voudrais donner mon avis sur ce produit », on va lui demander la preuve de l'achat, donc la copie du ticket. Ok. Et ça, c'est quoi le taux de conversion? Parce que c'est un élément hyper fort. Il faut... hier, je suis allé chez Leroy Merlin. Je suis allé acheter ma petite ampoule qui avait cramé auparavant. Donc j'arrive, je veux donner mon avis, c'est-à-dire qu'il faut que je retourne dans mon manteau chercher mon ticket. Alors maintenant, comment ça se passe? Non, normalement, si tu es allé chez Leroy Merlin et comme tu es un client fidèle, je suis sûr que tu t'es enregistré chez Leroy Merlin. Et donc, il y a ton email. D'accord. Et donc, il est probable que tu as reçu ou tu vas recevoir un email de Leroy Merlin suite à ton achat qui va te demander ce que tu as pensé du produit que tu as acheté. Ok, très clair. Pour continuer, tu l'as explicité, enfin tu l'as dit très clairement, vous n'êtes pas là pour filtrer les avis, seulement modérer ceux qui répondent à un cahier des charges précis. Comment tu... tu as mentionné le fait qu'il y avait un cahier des charges de l'annonceur.
Tu peux en dire un peu plus? Non, en fait, c'est un cahier des charges réglementaire. D'accord. La marque concrètement, la marque ne peut pas nous dire je ne veux pas cet avis ou je veux cet avis. Par contre, ce que la marque peut faire, c'est nous dire, c'est signaler un avis, ça s'appelle le signalement, et nous dire cet avis-là n'est pas conforme à la législation, il est injurieux ou autre. Et donc, nous allons vérifier est-ce que cet avis est conforme à la législation ou pas. S'il l'est, nous le publions. C'est marrant parce que, comme tout le monde, pour surfer sur le net, je trouve que les marques, elles ne mettent pas assez en avant le fait que ça soit géré par un tiers de confiance, justement. Et on le voit peu, finalement, ce positionnement. Alors, on le voit un petit peu, mais effectivement, tu as raison, pas suffisamment. D'autant plus qu'on a différentes pratiques, et on va dire que ça, c'est la pratique d'avis vérifié, le positionnement de tiers de confiance. C'est pas la pratique de tous les acteurs. Et il y a d'autres acteurs qui se préoccupent pas de savoir si le client a acheté ou pas, ils prennent tous les avis. Ça apporte d'autres problématiques, mais en ce qui nous concerne, effectivement, c'est pour ça d'ailleurs en général que pour les marques qui veulent mettre en avant, tu vas voir la marque avis vérifié qui apparaît pour garantir qu'effectivement il y a ce label de tiers de confiance. Ok, donc avis vérifié, c'est votre marque la plus connue du grand public. On va parler des autres contenus. Je crée un blog et je parle d'un produit, ça rentre dans votre champ d'application ou là c'est encore autre chose? Alors, ça rentre indirectement dans notre champ d'application, puisqu'une des thématiques, on en parlera peut-être d'ailleurs sur les tendances de 2025, c'est la capacité pour les marques ou l'ambition des marques de pouvoir petit à petit créer leur propre communauté d'ambassadeurs ou d'influenceurs, ou de clients d'ailleurs. Donc, de gérer des communautés. Et dans le cas de cette gestion de communauté, par exemple, si tu es animateur d'un blog, évidemment, peut-être que tu voudras faire partie de la communauté d'une marque et participer à un certain nombre de challenges ou de missions que va te confier la marque, dont par exemple parler de la marque sur ton blog. Ok, très clair. Est-ce que si jamais je veux, alors je sais ce que tu vas répondre, mais je veux progresser sur ce sujet-là, est-ce que tu as du contenu intéressant chez toi, même chez tes concurrents, enfin, où est-ce que je peux... Alors, en tout cas, chez moi, il y a besoin chez les concurrents, mais en tout cas, sur notre site web, déjà, on a pas mal de contenu intéressant. D'accord. Et puis, si, à titre personnel, tu veux plus d'infos, bien sûr, on te les donnera. Ok, super. Justement, les tendances 2025, ça rend... Pour être très transparent avec nos auditeurs, souvent je fais une requête sur ChatGPT me donnant les grandes tendances du marketing pour l'année d'après, etc. Je fais ma petite tambouille comme ça durant mes recherches et clairement, cette famille de marketing, si je puis m'exprimer ainsi, est remontée en fait. On voit que ça arrive fort. C'est quoi les tendances en 2025 de ta petite lucarne? Peut-être la tendance générale, effectivement, comme tu le dis, ça remonte en fait dans les différentes enquêtes. C'est le contenu qui est généré par des consommateurs. Donc, cette preuve sociale dont je parlais, ce bouche à oreille 3.0, est une tendance sur laquelle toutes les marques surfent. Tout l'enjeu, c'est d'augmenter le taux d'engagement et de faire en sorte que là où le contenu de marque est très aseptisé, très cadré, le contenu généré par des consommateurs est beaucoup plus naturel, beaucoup plus authentique. Donc les marques souhaitent surfer là-dessus. Le deuxième sujet, c'est évidemment, j'aurais peut-être pu le mettre en premier d'ailleurs, mais il arrive tout de suite derrière, j'imagine que ChatGPT te l'a répondu, c'est l'IA. Et donc c'est comment justement l'IA vient s'insérer dans tout ça, et l'IA ne va pas remplacer, en tout cas pas demain matin, l'humain, mais va le compléter, va peut-être l'enrichir. Et donc c'est comment l'IA va demain permettre de faire plus sur le sujet des UGC, de faire plus, de faire mieux, peut-être avec des vidéos qui sont plus qualitatives, mais dont le contenu, c'est-à-dire le message, reste très authentique puisqu'il est créé par un consommateur. Le troisième sujet, c'est la micro-nano-influence. On a parlé beaucoup de la macro-influence, de ses atouts, peut-être parfois aussi de ses dérives. Et aujourd'hui, de plus en plus, les marques misent sur la micro-nano-influence parce que le taux d'engagement dont je parlais tout à l'heure est très largement supérieur à la macro. Et puis le dernier sujet que je voudrais citer, j'aurais pu dire la vidéo aussi. La vidéo est évidemment un format qui est très en vogue. Et puis le dernier sujet dont on voit quand même que les choses avancent vite,
c'est le sujet de la personnalisation des messages et puis de la gestion de la pression marketing. Aujourd'hui, un client qui va recevoir un email pour une demande d'avis, puis un email pour une demande de feedback sur son expérience en magasin, puis un email pour une demande de feedback sur son expérience avec le call center, tout ça, de plus en plus, les marques cherchent à unifier ces canaux et faire en sorte que peut-être que le consommateur demain va recevoir une demande d'avis qui va poser 2-3 questions supplémentaires, mais dans un seul message, au travers de qu'avez-vous pensé de ce produit, qu'avez-vous pensé de votre expérience en magasin, et qu'avez-vous pensé de notre call center. Bref, unifier en fait, et gérer cette pression marketing où on sait bien que c'est peut-être le fléau des temps modernes, c'est le nombre d'emails, de messages, de pop-up qu'on reçoit. Alors ça me fait penser à ce que tu dis concernant la vidéo. Finalement, ton plus grand concurrent, c'est presque TikTok. Alors, c'est pas mon plus gros concurrent, mais ça va être un des plus gros partenaires. C'est qu'au final, les UGC, ils arrivent où ? Ils arrivent, entre autres, sur TikTok. Pas que, mais sur TikTok. Et donc, on a bien vu, d'ailleurs, le développement de TikTok aux US, puis maintenant en Europe, sur ce format vidéo, et puis maintenant, évidemment, tous les réseaux sociaux. Mais où, bien sûr, que TikTok n'est que le média, le moyen pour les consommateurs de s'exprimer. Et donc, ils vont réaliser une vidéo, ils vont la poster sur TikTok, et c'est là où la marque peut récupérer ce contenu et peut l'utiliser sous d'autres formats. Toi, tu pourras te connecter à TikTok pour retrouver des insights. Bien sûr. D'accord. Bien sûr. Comment ça se passe dans les faits ? C'est-à-dire, toi, tu as une API entre ta techno et TikTok. Vous recevez, lorsqu'on parle d'un de vos clients, vous recevez un ping et qui vous dit « Ah, là, il y a une vidéo sur mon client, etc. » Alors, oui, ça peut marcher comme ça, mais ça va plutôt marcher dans le sens où, par exemple, un client, une marque va vouloir réaliser une campagne sur un produit. Elle va solliciter dans notre communauté une centaine d'influenceurs en leur disant écoutez, est-ce que vous voulez participer à cette campagne qui est de parler de mon nouveau produit, qui est un nouveau rouge à lèvres ou un nouveau je ne sais quoi. Les influenceurs vont à ce moment-là poster sur les réseaux sociaux en fonction d'un brief qui est fait par la marque leur avis sur le produit. Et encore une fois, un avis authentique. Et ensuite, effectivement, on va pouvoir, au travers des API, collecter le taux d'engagement, le taux de publication, etc., etc. Ok, très clair. Et ça me fait aussi penser au fait que j'avais fait, il y a quelques mois / années maintenant, un épisode sur le live shopping en Asie, qui est c'est un levier hyper fort en Asie. Moins en Europe. J'ai l'impression que finalement, avec le temps... Ça augmente, mais c'est pas. On attendait une vague de live shopping. Je suis pas sûr que ça soit le cas. Tu me donneras ton avis, mais voilà, en fait, chaque personne devient presque ce que tu disais en début d'interview, le propre influenceur de sa communauté. Tu confirmes ça ? Et par rapport au live shopping ? Oui, alors live shopping, effectivement. Alors, on a une solution de live shopping qui est utilisée par un certain nombre de clients et qui est plutôt une forme d'événementiel. Quand les clients veulent faire un petit événementiel, ils vont utiliser ça pour vraiment mettre en valeur la marque et ses produits. C'est sûr qu'on a vu un tsunami en Asie. On a vu une vague aux US. On a vu une vaguelette en Europe. Et tout ça, c'est un peu tassé, en tout cas pour ce qui est de l'Europe et des USA. Ça s'est tassé, ça reste très fort en Asie. Donc peut-être que ça reviendra de manière un peu différente, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ça reste encore quelque chose d'assez anecdotique et peut-être ponctuel, où les marques souhaitent à un moment ou à un autre pouvoir faire un événement. Mais on n'a pas du tout le tsunami qu'on a vu en Asie. D'accord. Et d'ailleurs, ça me fait penser, mais ça ne rentre pas dans le cadre de ce podcast-là, pour toi, en tant que dirigeant d'une boîte qui est vachement lié à l'engagement des gens, post-Covid, tu as dû avoir des métriques dans tous les sens. À piloter, ça ne doit pas être facile, mine de rien, parce que tout ce que tu as dû vivre ces 3 dernières années, on va dire 4 dernières années, c'était des métriques sur lesquelles qui étaient complètement hors normes. Et donc, en fait, pour orienter la strate d'une boîte, ça doit être hyper compliqué, non ? Alors oui, mais j'ai envie de dire que c'est encore beaucoup plus compliqué pour nos clients, les marques. Nous, on est là pour fournir les outils et donc on accompagne le développement et le besoin des marques. C'est sûr que pour les marques, dans leur stratégie marketing et la manière d'influencer, oui, ça, c'est un vrai challenge. Ok, très clair. On a fait 25 minutes déjà, Marc. On a parlé des tendances sur 2005. Si tu devais donner un conseil à un client, le plus important qui aborderait, alors tu as commencé à le dire tout à l'heure en organisant, etc., mais typiquement, la chose à faire et la chose à ne pas faire.
La chose à faire, mais je vais enfoncer une porte ouverte, Mmh. mais capitaliser sur ses clients, D'accord. sa base client, sa communauté de clients. Ça coûte moins cher déjà. Ça coûte moins cher et Ouais. puis c'est un vrai levier. Ouais. Et quand je dis communauté de clients, c'est pas anecdotique, je parle bien de la communauté des clients parce que dans cette communauté, dans cette base de clients, dans cette communauté, il y a un certain nombre de clients qui ne demandent pas mieux que de contribuer à l'image de la marque et de ses D'accord. produits, donc de parler de ses produits, donc capitaliser sur ce sujet-là. La chose à ne pas faire, c'est peut-être de considérer ça comme de considérer que les UGC c'est juste anecdotique et de ne pas le prendre au sérieux, de ne pas avoir une stratégie. Et il y a des grands groupes aujourd'hui qui, dans leur stratégie de communication, dans leur stratégie de marketing, ont maintenant une approche qui est très mixée entre le brand content, ou le contenu de marque, et puis le contenu consommateur, et qui ont maintenant une démarche où ils mixent les deux, de façon à vraiment prendre le meilleur des deux, puisque l'un complète l'autre. L'un n'est pas exclusif de l'autre. Très clair. Merci beaucoup. Où est-ce qu'on peut te suivre ? Eh bien, sur LinkedIn ou bien le site Skippers. Eh bien, écoute, on ira sur LinkedIn te suivre. Un grand merci à toi d'avoir participé à cet épisode. Merci Laurent. Et d'ailleurs, dites-nous si vous souhaitez qu'on continue cette discussion. Et puis, je me ferai une joie de réinviter Marc. Un grand merci à notre sponsor qui soutient Banous. Merci amical à Alexandre, le mage du SIA. Je mettrai le lien en commentaire et également vous pouvez aller sur lemagedusia.com. Un grand merci une nouvelle fois et puis une prochaine fois. À bientôt.